William Attal, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio après la décision du tribunal de la Cour d'appel de Paris de juger pénalement irresponsable l'assassin de votre sœur Sarah Halimi, Zichronha Livracha. Quels sont vos sentiments après cette décision ? Je ne vous cacherai pas que j'ai vécu au départ, comme mes avocats d'ailleurs, on a reçu comme un grand coup de massue derrière la tête, parce que on ne s'y attendait pas. Parce que sur le plan du droit, on devait nous donner raison. Et ça a été, à notre grande surprise, on a subi une décision contraire. Maintenant, Alors, comment vous l'expliquez, cette décision ? Il faut d'abord savoir, et ça devait être ma conclusion, mais ça sera un préambule, que l'événement du 4 avril 2019, rue Vaucouleurs, est un événement d'une extrême gravité pour l'histoire de la communauté juive en France. Bien sûr qu'il y a eu des événements dramatiques tels que l'affaire Ilan Halimi, où on a séquestré un juif, d'abord pour le voler, ensuite le torturer à mort et le tuer. Bien sûr qu'il y a eu l'affaire Mireille Knoll, où deux individus ont pénétré dans son domicile, peut-être pas pour la tuer au départ, mais ensuite ils l'ont torturée à mort et ils l'ont tuée. Mais qu'est-ce qui rend spécifique le cas de votre sœur ? Ce qui est extrêmement grave dans l'histoire de ma sœur, c'est que, et je pèse mes mots, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la Shoah, jamais en France, on était un antisémite, et là dans le cadre de M. Kobili Traoré, un musulman extrémiste, islamisé et antisémite, a pénétré, a violé la propriété et a violé une maison juive. Il a pénétré à 4 heures du matin et a massacré ma sœur. Ensuite, ça ne l'a pas dérangé non plus de tirer ma sœur jusqu'au balcon et de montrer aux très nombreuses personnes, peut-être 20, peut-être 30, à tous les voisins, ce qu'il faisait à une juive. Et ça, c'est peut-être le signe, et c'est peut-être le signe d'une extrême grande insécurité pour les juifs de France. Alors, je voudrais revenir un peu sur les incohérences, il faut bien avouer, et de la police et de la justice, les différents avis d'experts, tout ce qui s'est passé depuis le début, le silence au début des médias, alors que l'on était en campagne électorale. Comment on arrive à comprendre ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Alors d'abord, la première chose, il faut quand même le savoir, je le répète, Monsieur Kobili Traoré, lorsqu'il a pénétré dans l'appartement de ma sœur, a fait à ma sœur des choses innommables. Donc il l'a massacrée à coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone portable. On a relevé sur son visage et sur son corps 22 fractures. Tous les os de son visage, malheureusement, le crâne, la boîte crânienne, les orbites, la mâchoire, le nez ont été fracassés par ce monsieur Kobili Traoré. Il s'est comporté comme un monstre cette nuit-là, avec ma sœur. Ensuite, monsieur Kobili Traoré on a essayé d'humaniser cette personne. Or, quand vous dites « on », qui sont ces « on » ? En particulier la famille de l'assassin, en particulier l'interprétation qu'ont fait les experts. Je vais vous le dire dans quelques minutes, mais les expertises médicales, mis à part la première du docteur Zagouri, reposent beaucoup sur les témoignages de la famille de l'assassin, qui n'ont jamais été contredits et dont les témoignages n'ont jamais été recoupés. Comment vous expliquez qu'il y a eu, par exemple, deux expertises contradictoires, celle de Zagouri et celle de Bensoussan par la suite, de Paul Bensoussan ?
première expertise, de celle du docteur Zagouri, c'est le premier expert auprès de la Cour d'appel de Paris. C'est une sommité en matière d'expertise. Il n'a pas fait une expertise médicale, qui a été rendue en août, début septembre 2017, mais il a fait également 2 compléments d'expertise médicale à la demande du magistrat instructeur. Donc on se retrouve, l'assassin a été observé par le docteur Zagouri pendant une période de 8 mois. Ensuite, pour des raisons incompréhensibles, alors que le docteur Zagouri confirmait que son état était plus que stabilisé, qu'il était apaisé, demande de la juge d'instruction et qui demande une contre-expertise aux 3 expertises qu'il avait demandées, qu'elle avait déjà demandées. Pourquoi À ce moment-là de l'instruction, je vais vous poser la question très clairement. Est-ce que vous avez le sentiment que la justice a essayé de balayer ce crime parce que l'on était en période électorale, parce qu'il ne fallait pas en parler, parce que c'était encore une fois un crime à caractère antisémite et qu'il ne fallait pas attiser l'attention d'une certaine manière. Qu'est-ce que je peux pas... Est-ce vrai par exemple que la juge d'instruction n'a pas rencontré les avocats? La juge d'instruction, effectivement, a refusé de rencontrer certains de nos avocats, donc qui ne la connaissent pas. La juge d'instruction, les derniers 18 mois, n'a rencontré personne et a refusé de rencontrer nos avocats. Comment vous expliquez tout cela? Vous connaissez le dossier par cœur. Comment vous expliquez cela? Je pense qu'il y a depuis le départ, au niveau de certaines de nos institutions judiciaires, un parti pris, peut-être idéologique, qui a fait que toutes les thèses toutes les thèses de l'assassin ont été acceptées sans être ni recoupées, ni contredites, ni vérifiées. Et c'est ce qui apparaît dans le dossier. Je veux encore, si vous permettez, l'assassin, en quelques mots, c'est quelqu'un qui vivait dans la délinquance depuis 10 ans, qui a été condamné 22 fois pour des choses liées justement à la drogue et au cannabis, puisqu'il a été condamné pour consommation de cannabis, il a été condamné pour trafic de drogue, et pas que du cannabis, et également de la cocaïne. Il était islamisé. On avait, depuis le départ, comme information, que la veille au soir, il avait été 2 fois à la mosquée salafiste. On n'avait que ça, mais on supposait que c'était plus. La sœur de l'assassin disait qu'il n'avait rien à voir avec l'islam et rien à voir avec la religion. C'est ce qu'elle a témoigné. La mère de l'assassin a dit qu'il n'y allait que très épisodiquement. Et puis, stupéfaction. On arrive à la chambre d'instruction. On constate quoi? Que l'assassin annonçait très malade, annoncé avec une pathologie grave de type schizophrénique, comme disait la deuxième expertise qui nous est contre Monsieur Paul Bensoussan. On constate qu'il n'a aucune maladie mentale, que le docteur Zagouri, en regardant l'assassin, dit cette personne-là, s'il était dans mon service, il sortirait immédiatement. Il n'a aucune maladie mentale. Et en plus, l'assassin nous apprend que depuis sa sortie de prison, c'est-à-dire septembre 2016, il allait prier 5 fois par jour à la mosquée salafiste Omar, d'où sont partis de nombreux djihadistes en Syrie. Il y allait en djellaba et avec son tapis de prière sous la main. Maintenant, très important pour comprendre. Pourquoi? Pour comprendre. La première chose, ma sœur a été martyrisée. Ce n'est pas contestable. Et pourtant, on nous a refusé depuis le départ la reconnaissance des actes de torture et des barbaries. Et pourtant, le rapport d'autopsie n'est pas discutable. Premièrement. Deuxièmement, les parties civiles, nos avocats se battent pour la reconnaissance du caractère antisémite. Mais le problème de la reconnaissance... le caractère antisémite a été reconnu. A été reconnu. C'est pas ça. Ils se sont battus bien sûr pour ça, mais pour la préméditation. Parce que dans la préméditation, il y a aussi une partie de ce critère qui permettrait également de reconnaître un discernement de l'assassin. C'est-à-dire que
Et alors, il faut que vous compreniez ce qui s'est passé cette nuit-là. L'assassin se dispute le matin avec ses parents, et il annonce à ses parents et à M. Diarra, ça a été repris par la juge d'instruction, il annonce « ce soir, tout sera terminé ». Déjà, c'est très interpellant d'entendre ça. Et ensuite, le soir, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dormir dans l'immeuble d'à côté, mitoyen à celui de ma sœur. Alors qu'il ne dormait jamais. Il dort au 4e étage avec son copain Kader. Et puis, à 4 heures du matin, il se lève et il va directement au 3e étage. Alors, il faut savoir que si on regarde les 2 immeubles mitoyens, celui de ma sœur et celui où l'assassin a dormi, on peut constater que l'assassin n'avait qu'une seule et unique possibilité de pouvoir violer l'appartement de ma sœur, pouvoir pénétrer dans l'appartement de sa sœur. Il fallait qu'il aille dans l'appartement des Diarra, qui étaient au 3e étage, adossés, collés à l'appartement de ma sœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un balcon qui est unique et séparé par une petite vitre. C'était la seule façon, sinon, c'est le vide. Sinon, il ne pouvait pas rentrer. Et alors donc, l'assassin, à 4 heures du matin, frappe à la porte des Diarra. Il s'exprime et il dit monsieur Diarra, oui Diarra, c'est Kobili Traoré. Ouvre. Monsieur Diarra, un peu surpris, ouvre la porte. Et à ce moment-là, quand monsieur Kobili Traoré rentre, il lui arrache les clés de l'appartement, il ferme la porte à clé et met la clé dans sa poche. Cet événement n'est pas anodin. Et surtout, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, vous voulez dire qu'il y a une préméditation ? Oui, mais je continue. Surtout, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ça va être la mort. Et il crie. Et les enfants Diarra entendent, ça va être la mort, ça va être la mort. Sauf que ils ne touchent pas à la famille Diarra, ils ne les agressent pas. Eux, voyant cette situation, vont se réfugier dans une chambre. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Que fait Diarra ? N'oubliez pas, il vient avec un tapis de prière et une tenue de rechange, et pieds nus, bizarre. Ensuite, il reste un quart d'heure, 20 minutes à réciter des sourates de Coran, dont c'est l'assassin qui fait ça. Bien sûr. L'assassin récite des sourates du Coran pendant 20 minutes. Et ensuite, il décide d'aller au balcon. Et là, au balcon, il raconte à la juge qu'il aurait aperçu le porte-fenêtre de ma sœur ouverte. Et que c'est la raison pour laquelle il a été il est passé chez ma sœur, dans le balcon de chez ma sœur, en enjambant, en prenant aucun risque. Sauf qu'il faisait nuit noire selon les rapports de police. Sauf que des meubles de part et d'autre de la vitre empêchaient de voir. Donc, l'assassin ne pouvait pas voir que le porte-fenêtre de ma sœur était ouverte, donc il a menti. Donc il prétend que lui, il n'y avait pas eu de préméditation, mais en fait, selon vous, c'est très clair qu'il y a préméditation. Mais maintenant, regardez, je voulais, vous nous racontez, vous revenez effectivement sur les faits dramatiques de cette nuit-là, mais je voudrais essayer de vous focaliser sur les incohérences. Les incohérences, parce qu'elles sont, je vais vous en parler. Elles sont apparemment scandaleuses. Les incohérences de la police, les incohérences de la justice. D'accord, je vais vous en parler, mais juste, on a dit que les propos de l'assassin étaient incohérents. Or, tout ce qu'a dit l'assassin pendant son assassinat sont des propos cohérents. Il a crié, bien sûr, Allahu Akbar, que Dieu m'en est témoin. Quand il a aperçu la police, il a essayé de simuler un suicide. Ensuite, une voisine s'est adressée à lui en lui disant tu arrêtes ou j'appelle la police. Il a répondu, appelle-la la police. Maintenant, alors les incohérences. Il y avait 9 policiers de la BAC derrière la porte et dans l'immeuble qui avaient été Depuis combien de temps ils étaient là ? Ils ont eu environ une demi-heure. Une demi-heure, ils étaient dans le bâtiment où s'est produit le crime. Exactement. Ils ont eu une demi-heure. Pendant cette demi-heure,
je sais que certains policiers ont essayé d'enquêter, de demander, de faire au voisinage. D'autres sont restés derrière la porte. À ce moment-là, on entendait... La porte de la famille Diarra. À ce moment-là, ils entendaient les cris d'une femme. À partir du moment où, effectivement, ils supposaient que la famille Diarra était séquestrée, Personne ne rentre à ce moment-là. J'ai du mal à comprendre qu'ils ne soient pas rentrés. Je vais vous dire mieux que ça, ils avaient probablement les clés de l'appartement pour rentrer. Parce que les Diarra avaient jeté par la fenêtre un trousseau de clés, et dans ce trousseau de clés, il devait y avoir le pass de la porte d'entrée d'en bas et la clé. Mais je suppose que à ce moment-là, ils pensaient qu'il y avait de grandes chances qu'ils avaient affaire à une ou plusieurs personnes de Daesh, et que les risques d'intervenir étaient des risques importants, et pour la famille Diarra... Ils étaient armés, les policiers ? Les policiers étaient armés jusqu'aux dents. Ils avaient des gilets pare-balles, ils étaient armés jusqu'aux dents. Ça, c'est l'incohérence, on va dire, au niveau de la police. Mais par la suite, au niveau de la justice, comment on explique tous ces revirements ? Il y a eu des décisions incompréhensibles de la part du juge d'instruction. Pourquoi s'est-elle substituée à l'avocat de la défense en février 2018 pour demander une contre-expertise? Ça n'était peut-être pas son rôle. Ensuite, la juge d'instruction a refusé pendant 2 ans et demi toutes les demandes d'investigation, toutes les demandes de mes avocats. Donc, en particulier, l'assassin a crié « c'est pour venger mon frère ». Donc, ils ont demandé à ce qu'on enquête sur ce frère de l'assassin qui est mort au Mali, dans les circonstances qu'on ne connaît pas. Ensuite, mes avocats ont demandé à ce qu'on enquête également sur la mosquée salafiste Omar, puisqu'il y allait. Ça a été catégoriquement refusé. William Attal, il nous reste 3 minutes avant de terminer cet entretien. Que peut-on faire maintenant ? Que doit-on faire ? Qu'allez-vous faire, vous, maintenant ? Il y a, vous l'avez remarqué, on le voit sur les réseaux sociaux, une réaction unanime de condamnation dans la communauté juive aujourd'hui. La décision d'irresponsabilité pénale est basée sur une expertise, celle représentée par le docteur Bensoussan, Paul, qui n'était pas tout seul puisqu'ils étaient 3. Et cette expertise, elle dit que l'assassin avait une maladie mentale grave de type schizophrénique. Elle dit que l'assassin était incurable, et elle dit qu'il avait fait une consommation de cannabis très faible, ne justifiant pas des bouffées délirantes. Donc incompatible avec une consommation importante de cannabis. Est-ce qu'une autre expertise devant la Cour de cassation, le plus tôt possible, peut modifier cette... Je vais quand même vous dire que le 27 novembre, à la chambre d'instruction, où tout s'est décidé, cet expert est arrivé en disant « Je me suis trompé sur tout ». C'est-à-dire que l'assassin n'est pas malade, l'assassin n'est pas incurable, et je me suis trompé sur le taux de cannabis, il n'était pas faible, mais il était extrêmement fort. Et malgré tout, la chambre d'instruction et les 3 magistrats ont retenu cette expertise. Ça dépasse l'entendement, cette incohérence. C'est sur cette expertise que c'est basé la Cour d'appel pour invalider, pour déclarer responsable. Exactement. Est-ce qu'on peut retourner la justice aujourd'hui et retourner ce verdict et peut-être devant la Cour de cassation? Est-ce qu'il y a une chance en cause? D'abord, mes avocats ne peuvent pas comprendre, puisque la jurisprudence disait qu'il fallait unanimité des experts pour ne pas envoyer en cour d'assises. Donc cette décision contredit toutes les décisions de jurisprudence en droit pénal. Ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est que, comment dirais-je, oui, il nous reste un recours, c'est un pourvoi en cour de cassation. C'est ce qui a été fait par nos avocats. Il nous reste encore une petite chance de renverser cette tendance. Mais vous y croyez? Ça va être très difficile, et on a besoin de toutes les bonnes volontés. On en a vraiment besoin.
Eh bien, William Attal, merci beaucoup d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler. On vous sent bien entendu extrêmement ébranlé et en colère par rapport à tout ce qui s'est passé, en particulier ce qui s'est passé, ce verdict de la Cour d'appel de Paris. Je ne peux pas malheureusement vous laisser terminer. Nous devons terminer cette... Je veux quand même vous dire à tous les auditeurs que nous sommes... il semblerait qu'on ne veuille pas d'une affaire et d'un procès Halimi bis et qu'on risque de se retrouver devant une affaire Dreyfus bis à la place. L'affaire Dreyfus bis, vous l'avez dit, bien entendu, beaucoup de gens pensent à cela, en particulier autour de la projection de ce film sur J'accuse, donc de Roman Polanski. Bien entendu, on pense à ça. Merci beaucoup, William Attal, d'être venu dans notre studio pour témoigner, nous apporter vos explications.